Bonjour aux premiers qui nous rejoignent. Bonjour Justine, bonjour Nicolas, bonjour Thibaut, bonjour Bonjour tout le monde. Émilie. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Elena. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment. Alors on devait être trois sur toute la bande-annonce, on était trois. Donc on va se présenter Elena et moi et puis on vous dira ce qu'il est advenu de Vincent sur les dernières heures. Elena, je te laisse te présenter. Moi c'est Elena et donc je suis chez Invox depuis à peu près 2 ans maintenant et je suis sur tous les projets SEO. Entre autres. Et Elena est donc consultante SEO. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris ces 2 dernières années et auxquelles elle a complètement participé. Moi, je suis Guillaume, je suis le fondateur d'Invox. Alors, je suis là depuis un peu plus longtemps, du coup, puisque ça fait 8 ans que j'ai monté l'agence. Et puis Vincent, qui est consultant SEO aussi dans la même équipe que Elena, de être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, alors c'est pas le coronavirus, mais ses dents en ont décidé autrement. Donc peut-être qu'il sera avec nous sur le chat pour modérer, pour vous passer aussi quelques liens de temps en temps pour que vous puissiez retrouver des lectures un peu plus approfondies que les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Malheureusement, Vincent a participé à créer ce webinaire et ne pourra pas être avec nous. Donc voilà, on a une petite pensée pour toi, Vincent. Invox est une agence de marketing B2B. On s'occupe principalement de quatre choses chez nous: la création de contenu B2B, donc tout type de contenu, la partie SEO, la partie social media avec un gros focus sur LinkedIn, et puis une partie outils de marketing automation, et notamment HubSpot, qui est le gros des types de contenu, de plateformes qu'on va déployer. On vous laissera aller voir notre site. Sachez juste qu'on est basé à Lyon. On est un peu plus de 35 maintenant. Et puis qu'on a pas mal de jobs ouverts. Donc, si autour de vous, il y a des gens, ou même peut-être vous, qui cherchez à rejoindre une aventure sympa sur ces sujets-là, n'hésitez pas à faire tourner notre page Welcome to the Jungle explique tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On a structuré la présentation avec Elena et Vincent en 7 étapes. Il y a 7 chantiers qui nous paraissent importants. Évidemment, si on chipotait, on pourrait en trouver plus. Mais en tout cas, il y a 7 piliers qui nous semblent assez importants à travailler dans votre SEO. Et donc, on va zoomer sur chacun d'entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur chacun d'entre eux? Moi, je vais m'occuper d'une partie plutôt pédagogique. Je vais essayer de vous dire, derrière les mots de vocabulaire parfois un peu compliqués, les anglicismes, les trucs un peu techniques, qu'est-ce qui se cache derrière et comment est-ce qu'il faut comprendre ces choses-là. Et puis, on va nourrir, et ça sera du côté d'Elena, d'exemples concrets. On va essayer de voir réellement comment ça vit. On va vous montrer des choses qu'on a pu faire pour des clients, qu'on a pu faire chez nous. On va un peu ouvrir, là, pour le coup, le capot, et on va aller regarder dedans comment on fait. Alors, on va vous donner aussi à chaque fois un peu des premières pistes, et des bons conseils, des bonnes pratiques pour avancer. Et puis, le SEO, on ne le fait pas sans outils. Elena et Vincent passent une grosse partie de leur journée dans les outils. Quand ce n'est pas de l'Excel ou du spreadsheet, c'est les outils SEO. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur 4 d'entre eux qu'on va vous présenter spécifiquement et qui nous semblent intéressants. Et pour tous, je pense que vous trouverez un peu votre bonheur dans cela. Et puis évidemment, et c'est un des cœurs de l'animation d'un webinar, c'est l'interactivité. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, à utiliser les questions au fur et à mesure. Avec Elena, on va se partager un peu le fait de screener ce qui arrive et de tirer les questions qui nous semblent intéressantes. Donc posez-les toutes, quoi qu'il en soit. Si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, on fera un petit suivi derrière, on récupérera les questions et puis on vous enverra des réponses par la suite. Voilà, du coup, on peut commencer. Si on est tous là aujourd'hui réunis, c'est que quelque part, on se pose cette question, comment être dans les premières positions sur Google? Voilà, c'est un peu ce qui, sans doute, vous a fait cliquer quand vous avez reçu le mail ou vu passer les choses sur les réseaux sociaux. C'est de dire, effectivement, le SEO, c'est Google quand même, globalement. On va aujourd'hui se centrer pas mal sur Google. Il peut y avoir Bing, il y a d'autres moteurs de recherche, mais c'est quand même principalement Google. Et donc, la question, c'est comment est-ce que j'apparais sur Google sur les bons mots-clés pour moi. Avant de rentrer dans les 7 chantiers qu'on vous a promis, je vais juste faire un petit rappel de finalement à quel jeu on joue. Parce que le SEO, comme beaucoup de choses en marketing, c'est un jeu, et c'est un jeu de position. Donc il faut voir ça un peu comme une course de chevaux. Vous êtes un des chevaux, et vous avez autour de vous d'autres personnes qui font la course avec vous. On n'est pas, comme c'est le cas dans certaines mécaniques marketing, on n'est pas bon élève ou mauvais élève. On n'a pas une note spécifique, on n'a pas 10 sur 20, 20 sur 20 ou une sanction. On est dans une compétition, et c'est une compétition en fait où il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée. Donc c'est une course qui est ouverte, et à un moment, à un instant T, on va être premier, deuxième, cinquième, cinquantième, en dehors des classements sur certaines positions. Et ça, c'est important à avoir en tête parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi, et puis on est quand même dépendant de ce que les autres font.
parce que si je fais très très bien mon boulot, mais que quelqu'un à côté de moi fait encore mieux son boulot, eh ben, je vais être deuxième, troisième, quatrième ou plus loin dans les résultats. Et donc ça va guider pas mal de choses qu'on va creuser ensemble. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qui fait qu'on peut être bien placé dans la course et quels sont les ingrédients qu'on va retrouver? En vrai, il y a trois grands piliers. Il y a trois choses qui font que votre site va être plus ou moins bien vu par Google, parce que c'est ça le but. Même si Google s'en défend et dit que en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les lecteurs et les visiteurs qu'il va vous envoyer, eux, trouvent leur compte quand ils viennent sur vos pages. Et c'est vrai que c'est ça le fond de l'algorithme. En tout cas, Google, lui, va regarder plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le premier truc que Google regarde, c'est le contenu qu'il y a sur votre site. C'est est-ce que, par rapport aux recherches des internautes, est-ce que ce qu'il y a sur votre site, ça leur apporte des réponses, des solutions? En tout cas, est-ce que ça va être dans ce qu'il recherchait chez Google? Google part du principe que s'il envoie du trafic sur des pages qui ne sont pas en lien avec ce que les personnes cherchent, en fait, il ne fait pas son boulot. Donc, ça veut dire que c'est un risque pour lui parce que les gens vont se détourner du moteur de recherche. Ils viendront moins, ils n'auront pas confiance dans les résultats. Donc, Google a besoin d'envoyer ses visiteurs sur des bons résultats. Et donc, ça, il va regarder, il va analyser le contenu, il va se dire est-ce que ce qui est raconté sur le site est de bonne qualité par rapport à une recherche. Ça, c'est le premier point, ce qu'on appelle le sémantique. La partie sémantique, c'est le sens des mots. Est-ce que le contenu a du sens pour la recherche? La deuxième chose, c'est que Google n'a pas envie d'envoyer quelqu'un sur un site qui n'est pas efficace. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un internaute, quand il lance un site, il n'a pas envie de passer 15 secondes à charger un truc, il n'a pas envie que le site soit cassé, il a envie que ça s'affiche correctement. Et donc, Google va analyser, au-delà de ce qui est raconté sur le site, est-ce que l'endroit dans lequel c'est raconté, le contenant, est bien fait. Et donc ça, c'est des règles qui évoluent régulièrement. On va vous en décrypter quelques-unes, mais notamment, il y a des grosses évolutions sur la partie mobile versus la partie qui s'affiche sur un ordinateur de bureau. Ce n'est pas les mêmes écrans, ce n'est pas les mêmes temps de chargement, on est en 4G ou en 3G. Et donc, il y a tout un tas de règles comme ça, techniques, qui viennent donner une note à votre site. Et puis le dernier point, Google se dit que de tout temps, le web, c'était un réseau. Et un réseau, c'est des sites qui se connectent les uns aux autres. Et donc Google regarde beaucoup, et peut-être de plus en plus, la connexion qu'il y a entre les sites. C'est-à-dire que si vous avez du bon contenu, mais que personne n'en parle autour de vous, c'est-à-dire qu'aucun site ne va pointer vers votre site, Google va se dire c'est peut-être sympa ce qu'il raconte, mais en fait, personne ne le remarque. Donc, moi, je vais enlever une partie des points SEO. Et donc, peut-être que quelqu'un qui est plus linké, comme on dit, cette partie netlinking, va gagner plus de points. Ça, c'est les trois grandes choses sur lesquelles on peut jouer et avec lesquelles on va jouer. Et là-dedans, on va aller zoomer sur les différents chantiers qu'on peut avoir. Premier chantier à mener, c'est le chantier technique. On peut faire tout ce qu'on veut derrière en création de contenu, et nous, parfois, on a perdu beaucoup d'énergie à faire plein de contenu pour finalement avoir peu de résultats, parce qu'on avait un gros caillou dans la chaussure, un gros boulet qu'on a traîné, qui était le site Internet. Et donc, il faut que le site soit propre techniquement. Alors, avoir un site qui est propre techniquement, ça veut dire pas avoir d'erreur. Il ne faut pas que le site soit cassé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des scripts qui cassent la page, qui empêchent une partie de la page de se charger. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs 404. Il y a d'autres types d'erreurs qui sont importantes à éviter. Et en fait, plus vous allez avoir d'erreurs sur votre site, plus Google va s'en rendre compte, plus ça va le gêner dans sa navigation, plus il va vous faire descendre dans les classements. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un site qui est bien fait. Un site qui est bien fait, c'est donc déjà pas d'erreur, effectivement, mais c'est aussi un site avec ce qu'on appelle un bon sitemap. Ça, c'est l'arborescence. Le sitemap, en fait, c'est un site est composé de plusieurs pages. Les pages sont organisées en catégories. Il y a des pages de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Parfois, on peut descendre très loin dans les niveaux. On aura quelques exemples là-dessus. D'ailleurs, chez Invox, on n'est pas forcément toujours très bien sur ce critère-là. On a fait beaucoup de choses qu'on a changées. Mais c'est d'avoir un bon sitemap. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une structure logique. Que Google s'y retrouve. Il arrive sur la page, sur la première page, il doit savoir quelles sont les grandes catégories, à l'intérieur de ces catégories, comment c'est structuré. Il faut qu'on indique à Google, il ne peut pas tout seul trouver la structure du site grâce à votre navigation, qui est plutôt une navigation pensée pour des humains qui vont cliquer sur des boutons, sur des menus déroulants, des choses comme ça. Donc il faut clarifier ça. Et souvent, on se rend compte que quand on fait un peu une analyse là-dessus, c'est un peu le foutoir, et on trouve beaucoup de pages un peu partout, et pas dans une logique très structurée. Et puis le dernier point, c'est un site qui s'affiche rapidement sur mobile et sur desktop. Et aujourd'hui, si votre site n'est pas mobile, ça a des implications sur le classement pour des recherches qui sont faites depuis un ordinateur de bureau et inversement. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à cette rapidité de chargement et la qualité du chargement.
Alors, Elena, raconte-nous un peu au quotidien quand on commence un chantier d'analyse un peu d'audit technique, hein, c'est le mot technique qu'on utilise, c'est l'audit technique. Comment ça se passe? Alors, comme tu l'as dit, Guillaume, et j'aimerais insister aussi sur ce point, déjà, un audit technique SEO, c'est vraiment l'étape primordiale parce que vous aurez beau créer des contenus hyper qualitatifs et vraiment originaux sur une thématique. Si votre site ne fonctionne pas, si les pages renvoient toutes des erreurs 404, etc., ça ne sert à rien. Donc, la première étape de cet audit technique, et là, pour le coup, on a vraiment fait une liste vraiment, enfin, pas exhaustive, ce sont les points principaux, mais ce n'est pas exhaustif parce que ça englobe énormément de points, en fait, un audit technique. Mais c'est tout d'abord d'optimiser, d'étudier d'abord la structure de votre site et ensuite de réaliser les optimisations. Alors ça peut se faire hyper simplement. Vous prenez juste une feuille et un papier, enfin, oui, une feuille et un stylo, pardon, et vous partez de votre page d'accueil et vous allez voir, en fait, cette page d'accueil, elle me renvoie sur telle page de mes offres, telle page de mon site, telle page ressources. Et vous pourrez tout simplement, avec cette méthode-là, diagnostiquer en fait les potentielles erreurs ou optimisations pour faire en sorte que la navigation soit la plus simple et pertinente possible pour les utilisateurs et donc pour les moteurs de recherche. Deuxième aussi point important dans l'audit technique, c'est de repérer les pages qui sont en erreur et les résoudre. Voilà, exemple tout simple de la vie quotidienne. Vous êtes dans le rush de Noël, vous devez commander la fameuse casquette rose à sequin qui vous a demandé votre petite cousine. Vous l'avez enfin trouvée sur la SERP, sur la page du résultat, et quand vous cliquez dessus, cette seule casquette qui pourrait répondre à votre besoin, et la page ne s'affiche pas, erreur 404. Du coup, vous n'avez pas votre solution et vous n'avez pas le cadeau pour Noël qu'il vous fallait. C'est hyper déceptif, ça renvoie un très mauvais signal aux utilisateurs et donc forcément aussi aux moteurs de recherche. Donc, c'est autant de pistes d'optimisation à améliorer pour la suite. Et vous serez surpris, hein, quand on ne fait pas l'audit, des fois on ne s'en rend pas compte, mais il y a en fait énormément de connexions à des pages qui sont des erreurs 404 et on peut écouter ça et on peut d'ailleurs en tirer profit pour voir quel contenu on peut créer quand il y a eu des erreurs sur des pages qui n'existent pas sur son site. Exactement. Et pour aller plus loin aussi, il y a tout simplement l'étude du maillage interne qui est fait sur votre site. Donc, par exemple, depuis votre page d'accueil, si vous renvoyez vers une page qui est là pour présenter votre offre ou votre service, et si ce lien interne ne fonctionne pas, c'est hyper déceptif. Ça ne répond pas à la question que peut se poser l'utilisateur au fait qu'il cherche plus d'informations sur l'offre que vous proposez ou votre service. Et du coup, ça renvoie un mauvais signal au moteur de recherche et vous serez donc pénalisé. Donc, c'est encore une fois un gros travail SEO à faire dans l'audit technique. Et dernier point, même si, comme je l'ai dit, c'est vraiment un critère parmi tant d'autres, mais c'est bien sûr identifier les pages et les contenus dupliqués sur votre site et les résoudre. Parce que, encore une fois, forcément, un contenu, il doit être de qualité, il doit être original. S'il se retrouve sur toutes les pages de votre site, copié mot à mot, avec exactement le même apport, la même valeur ajoutée pour l'internaute, ça n'a aucun intérêt. Et donc, vous serez pénalisé forcément par les moteurs de recherche. Ça, on le retrouve beaucoup, hein, sur des sites e-commerce qui copie-collent beaucoup de choses sur les mêmes fiches produits ou les mêmes fiches catégories. Et ça, pour le coup, Google le voit et considère que la page n'est pas intéressante parce que le contenu vient d'ailleurs. C'est le cas aussi si vous piquez du contenu sur d'autres sites. Aussi, oui, ça s'applique à votre contenu en interne, mais aussi si vous reprenez le contenu d'un autre site, ça vous pénalisera tout autant. Du coup, on a fait un petit zoom sur un outil qui est pour nous un peu la Rolls de l'audit technique, qui est OnCrawl. Alors, c'est un outil un petit peu geek. Enfin, si vous aimez mettre les mains dans le cambouis et que ça ne vous fait pas peur, on vous le conseille fortement. Après, c'est un outil payant, mais il est justement disponible à l'essai pendant 14 jours si ça vous intéresse, sans engagement. C'est une bonne manière de prendre conscience de certains trucs, de juste faire le test, même si vous ne rentrez pas dans toutes les fonctionnalités. Vous aurez déjà un petit tableau de bord qui vous dira si ça va, si ça ne va pas, et c'est assez simple à comprendre. Après, effectivement, on peut aller plus loin avec, mais faites le test. Ouais, ça fonctionne juste, en fait, vous renseignez votre nom de domaine et puis en fait, il analyse toutes les pages une par une, comme le feraient les moteurs de recherche quand ils arrivent sur votre site et il vous ressort en fait toutes les erreurs vraiment sur tout un panel, que ce soit la vitesse de chargement des pages, la profondeur des pages, etc. Donc ça peut vous ressortir beaucoup de billes pour votre audit technique. Alors ensuite, on a fait un petit zoom sur justement les apports qu'a cet outil dans le cadre de l'audit technique. Alors premier exemple, par exemple, sur le site Invox, on a réalisé sur le site Invox, dans le cas où on voulait un petit peu auditer notre maillage interne pour voir les pages qui n'ont pas beaucoup de liens qui renvoient vers elles, donc qui ont peu de jus SEO et donc peu de poids aux yeux des moteurs de recherche et donc qui seront peu poussés aux utilisateurs. Donc là, on peut par exemple segmenter les différentes pages et dire, je veux étudier en particulier d'abord me concentrer sur des pages qui ont moins de 5 liens internes et du coup ensuite, dans le cadre de mon audit et de ma stratégie SEO, les pousser, mettre plus de liens internes pour les mettre en avant, etc. Ensuite, deuxième petit audit qu'on peut faire grâce à OnCrawl, parmi tant d'autres, c'est qu'on peut étudier en fait la profondeur des pages sur son site. En fait, la profondeur, c'est le nombre de clics nécessaires pour atteindre une certaine page.
Et en fait, c'est aussi un indicateur très important sur la complexité de votre site, parce que si une page, elle nécessite plus de 10 clics pour être atteinte, forcément, pour un utilisateur, déjà, elle est très peu susceptible d'être lue, d'être atteinte, parce qu'il faudra réaliser 10 actions pour l'atteindre. Et aussi, forcément, aux yeux des moteurs de recherche, vous la mettez un petit peu dans les recoins de votre site, et donc vous lui renvoyez comme signal que cette page n'est pas très importante, elle n'est pas essentielle pour l'utilisateur, et donc il ne la considérera pas comme importante, et elle sera peu crawlée, indexée, et elle ressortira sur peu de mots-clés pertinents. Ensuite, autre petite analyse qu'on peut avoir avec OnCrawl et qui est très importante aussi, comme on vous le disait, c'est connaître la performance des pages et les erreurs qu'elles renvoient. Donc, diagnostiquer hyper simplement les pages qui renvoient une erreur 404. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez la liste des pages à résoudre et puis il n'y a plus qu'à. Et dernier petit indice, petite analyse, c'est le temps de chargement des pages, parce que ça aussi, c'est essentiel. Voilà, en gros, au-delà de 3 secondes de chargement d'une page, il y a 40% des utilisateurs qui la quittent. Vous vous en rendez compte quand vous allez sur un site, quand la page est vraiment trop longue à charger, vous retournez en arrière ou vous changez carrément de site. Donc voilà, c'est vraiment un indicateur à prendre en compte dans votre audit technique et à optimiser. Tout ce qu'on vous montre là, c'est des vraies choses chez Invox. Là, c'est sur le site d'Invox. Il y a des choses qu'on montrera chez nos clients aussi. Là, c'est le site d'Invox. On n'est pas parfait aujourd'hui. On a fait une grosse refonte en début d'année. On paye encore un peu le prix de cette refonte-là. Mais en tout cas, vraiment, le fait d'ouvrir en fait, ce chantier-là permet de prendre conscience des choses. Et c'est le but du SEO, c'est de s'améliorer en continu. Il y a pas encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais SEO. Il y a un statut à un instant T et des améliorations qu'on peut faire derrière. Ensuite, si jamais vous n'avez pas forcément envie d'utiliser OnCrawl ou que ça vous fait un petit peu peur de toucher à ces outils un petit peu complexes, il y a l'outil SEMrush qui donne déjà aussi beaucoup de billes pour réaliser un audit SEO avec son outil notamment audit de site qui lui vraiment vous diagnostiquera en fait les problèmes qui ressortent sur votre site et vous donnera carrément des pistes de résolution. Donc ça c'est vraiment utile quand on n'est pas forcément expert sur ce sujet mais qu'on veut améliorer en fait son site sur différents sujets. Alors, c'était d'ailleurs 2 questions qui sont ressorties chez Justine et chez Patricia. On va parler de SEMrush. OnCrawl fait effectivement plus de choses sur la partie technique qui permet d'aller beaucoup plus loin que SEMrush. Après, pour commencer, si vous êtes équipé de SEMrush, mettez-vous au vert dans SEMrush. Ça devrait résoudre déjà les plus gros problèmes. Il couvre à peu près les mêmes champs sur le premier niveau de lecture. Par contre, en parallèle, faites quand même tourner OnCrawl. Ils ont parfois des analyses un peu différentes. Les deux sont finalement assez complémentaires, sans avoir besoin de garder les deux forcément dans la durée s'il n'y a pas besoin. Exactement. Et autre petit outil qui, lui, est totalement gratuit, c'est PageSpeed Insights, donc un outil fourni par Google qui lui permet, c'est plus de zoomer sur la performance à l'affichage d'une page. Donc, vous avez juste à rentrer l'URL et il vous donne un score sur 100 et des pistes aussi d'optimisation sur les différents critères d'évaluation de la performance d'une page. Ouais, et c'était d'ailleurs une question d'Alexandre qui posait la question de est-ce que sur le SEO technique, il faut se fier à la note qu'on peut obtenir dans l'outil PageSpeed Insights. Oui, on peut s'y fier parce que c'est la vue de Google en fait. Google utilise cet outil-là. C'est un peu Google, c'est un peu le certificateur et celui qui va déployer les résultats derrière. Donc, il a un peu un double rôle, il fait un peu ce qu'il veut. C'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le rythme. La preuve, aujourd'hui, on parle du SEO, on parle quasiment que de l'algo de Google. Donc, c'est un bon indicateur de ce qu'il faudrait changer. C'est un peu une vision de Google de ce qu'il voudrait du site parfait. Et donc, tous les chantiers qui sont mis là sont des choses intéressantes à suivre. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas obligé de tout suivre. Il ne faut pas viser le 100%. Là, on vous a mis un exemple sur une page Invox qui est plutôt bien ratée. On est à 99, donc ça sera compliqué d'aller plus loin. Pour autant, on n'est pas parfait partout et ce n'est pas le but. Mais par contre, c'est de voir ressortir les choses sur lesquelles on va pouvoir faire des actions correctives assez facilement. Le deuxième chantier, on l'a dit tout à l'heure, on est dans une course. On est dans une course au SEO et en fait, il n'y a pas un SEO. Il y a plein de SEO différents parce qu'on va faire la chasse aux mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut savoir on veut progresser là-dessus? Déjà, il y a une première étape qui est de dire, je vais essayer de rassembler le maximum de mots-clés possible. Le but du jeu, c'est de dire, si je veux être bon sur quelques mots-clés, il faut que j'aille assez large. Et souvent, d'ailleurs, on va découvrir en faisant ça des mots-clés auxquels on n'avait pas forcément pensé. Alors ça, ce qui est intéressant, et souvent, on va récupérer à ce stade-là de la réflexion des milliers de mots-clés. On va récupérer des choses chez nous parce qu'on est déjà positionné, on a déjà un site la plupart du temps, sauf si on est vraiment en création. On a déjà un site, donc il y a un site qui apparaît déjà dans des recherches. Et puis derrière, on va regarder aussi ce que les concurrents ont fait. Et l'analyse concurrentielle est super intéressante. D'une part,
parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va être devant les concurrents. Et quand je parle de concurrents, ce n'est pas forcément vos concurrents directs, c'est aussi les concurrents sur l'espace de mots-clés sur lequel vous voulez aller. Il peut y avoir des médias, il peut y avoir des blogueurs, il peut y avoir des boîtes qui ne sont pas du tout concurrentes avec vous, mais qui parlent des mêmes choses. Donc, il faut comprendre ça pour comprendre finalement quel est l'univers des possibles. Une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a ces milliers de mots-clés, il va falloir filtrer pour identifier quelles sont les requêtes qui sont pertinentes. Ça, Léna va nous en dire un petit mot tout à l'heure pour comprendre un peu ce qui est une requête pertinente ou pas, parce que sur un même mot-clé, on peut cacher derrière plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc là, déjà, on va commencer à contracter. On ne va plus parler qu'en quelques centaines de mots-clés normalement. Et puis là-dedans, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas mener toutes les batailles. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur le choix des mots-clés prioritaires. Et donc, on va travailler comme ça de proche en proche, temporellement, en se disant, là, sur ce trimestre, je vais travailler ces mots-clés-là. Et puis, la fois d'après, je vais travailler ces mots-clés-là. Juste pour reprendre l'analogie de la course de chevaux, quand on fait du SEO, on ne mène pas une course. On mène plein de courses différentes. Et en fait, on ne peut pas toutes les gagner. Et donc, il va falloir choisir là-dedans ce qui est prioritaire ou pas. Et dans le temps, ça va changer aussi en fonction de la concurrence. Exactement. Alors, je continue en vous présentant par exemple SEMrush, qui est notamment un outil essentiel pour auditer, filtrer et justement voir un petit peu l'entonnoir de mots-clés sur lesquels prioriser ses actions SEO, créer des contenus, etc. Et donc notamment, comme l'a dit Guillaume, au début de cet entonnoir, il y a d'abord diagnostiquer un petit peu les mots-clés qui sont vraiment pertinents. Et pour faire cela, il y a notamment l'outil recherche organique sur SEMrush qui permet en fait de voir les mots-clés sur lesquels votre site est positionné, mais aussi sur lesquels sont positionnés vos concurrents. Ça vous permettra en fait d'avoir un panel de mots-clés, de requêtes pertinentes sur votre activité. Et après, ensuite, vous pourrez procéder au tri, à la sélection des mots-clés qui sont vraiment pertinents, les regrouper par thématique et ensuite prioriser vos actions. Alors, deuxième outil, encore une fois de SEMrush, c'est Keyword Magic Tool, qui lui vous permet pour une requête clé de voir un petit peu les variations sur le mot-clé qui sont disponibles et de voir notamment le volume de recherche pour chaque requête, la difficulté à se positionner sur la requête, la tendance aussi, beaucoup d'indicateurs super importants à prendre en compte pour décider du choix ou non d'un mot-clé. Et dernier petit indicateur aussi qui est important et que vous avez dans la colonne intention de recherche et que justement je vais creuser sur la slide suivante, c'est donc cette intention de recherche. En fait, on a répertorié 4 grandes intentions de recherche qui permettent de répertorier un petit peu les 4 grandes façons de rechercher sur le web par les utilisateurs. Donc, par exemple, sur le mot-clé web mécanique, si on prend cet exemple-là, on pourrait se dire qu'il peut répondre à la requête informationnelle. Alors juste, Elena, pour replacer dans le contexte, tout le monde ne connaît peut-être pas Webmécanique. Webmécanique, c'est un outil de marketing automation, au même titre que HubSpot, Plazy, Marketo. Et donc là, c'est un exemple chez nous, c'est une des requêtes sur laquelle on veut être positionné. Ou en tout cas, on voulait être positionné parce que si on creuse un petit peu, Elena va vous expliquer que Webmécanique ne veut pas dire Webmécanique pour tout le monde. Exactement. Donc, si on se concentre sur ce mot-clé, on peut se dire que quelqu'un qui saisit ce mot-clé sur la page de résultat peut chercher en mode, plus une requête informationnelle. Donc, peut-être qu'il est plus à la recherche d'un article qui, lui permettrait de savoir ce qu'est Webmécanique, peut-être qu'il en a entendu parler, mais il n'a aucune idée que en fait, c'est un logiciel de marketing automation. Et du coup, le mot-clé sur lequel ce serait peut-être le plus pertinent d'être positionné, parce qu'il y a moins de volume de recherche, mais la requête est plus précise, ce serait meilleur logiciel marketing automation, qui, pour le coup, répond plus à l'intention de recherche de l'utilisateur. Sinon, on pourrait se dire aussi que la requête large web mécanique pourrait être aussi une requête transactionnelle, parce que quelqu'un qui cherche ce mot-clé peut peut-être plus chercher à tomber sur une page produit, qui, elle, cherche plus à pousser le produit en lui-même, quels sont ses avantages, quelles sont ses fonctionnalités et peut-être le prix de la solution. Et pour le coup, le mot-clé qui serait peut-être plus pertinent à travailler, c'est plutôt formation web mécanique ou tarif web mécanique, qui, là encore, sont un peu plus précis sur l'intention de recherche, mais sur lesquels on voit mieux quel type de page pousser. On pourrait se dire aussi que Webmécanique, c'est plus une requête commerciale. Donc là, la personne sait déjà que c'est un logiciel de marketing automation, mais qu'elle ne sait pas trop lequel choisir entre HubSpot, Webmécanique, etc. Donc là, pour le coup, peut-être que ce serait plus pertinent de pousser une page FAQ, quel est le meilleur logiciel de marketing automation, etc., ou un comparatif. Et donc là, pour le coup, le mot-clé plus pertinent à pousser serait peut-être plus comparaison logiciel marketing automation, qui là permettrait vraiment de répondre à l'intention en détail.
Et on pourrait se dire aussi que ça peut être une requête navigationnelle, donc tout simplement quelqu'un qui a déjà accès à la solution web mécanique, mais qui veut juste se connecter à son compte pour pouvoir faire ses petites actions de marketing automation. Et là, pour le coup, si on voulait plus s'adresser à cette intention de recherche, on se positionnerait plutôt sur le mot-clé web mécanique connexion. Voilà, donc le choix des mots-clés est super important. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à vraiment faire. On a fait un peu du travail préparatoire. On va pouvoir maintenant faire des choses concrètes. Le SEO, Elena va vous expliquer ça, fonctionne de plus en plus en cocon. En fait, on se positionne de moins en moins sur un seul mot-clé. On va se positionner sur un ensemble de mots-clés qui sont reliés entre eux et qui forment un champ sémantique sur un sujet. Et donc là, ce qui est important, et ça va vous aider aussi à prioriser vos combats, c'est de vous dire, chez nous, quelles sont les thématiques les plus importantes. Si on devait en choisir une, deux ou trois, lesquelles on prendrait? Nous, c'est content marketing, c'est tout ce qui est autour de la création de contenu, c'est marketing automation, c'est social media B2B. Donc, on va faire des poches comme ça pour regrouper les mots-clés ensemble, pour se dire dans cet espace-là, quels sont les mots-clés. Et on va cartographier quel est l'équipement qu'il faudrait qu'on ait en termes de contenu. Tout en récupérant l'existant. Souvent, il ne faut pas partir de zéro. Souvent, on a déjà des choses qui sont positionnées. Et donc, on va capitaliser là-dessus. Je te laisse continuer, Elena. Oui, exactement. Alors, sur ces screens de HubSpot qui réussissent bien en fait à synthétiser ce qu'est un cocon sémantique, on a la vue avant avec vos contenus sur plein de sujets différents qui sont un peu tous disponibles sur une page ressources ou blog, et la vue après avec la création d'un cocon sémantique et vraiment cette vision de regroupement par grande thématique, les sujets plus marketing, les sujets services, les sujets vente, ceux qui s'adressent vraiment à une cible spécifique différentes, et ensuite aller dans le détail de la thématique en traitant toutes les sous-thématiques autour de celle-ci. Un outil qui est super bien pour s'aider à construire ces cocons sémantiques, c'est encore une fois un outil SEMrush qui est Keyword Magic Tool, qui donc vous permet, là dans le cas présent c'est sur Solution ERP, de voir un peu les requêtes autour de cette grande thématique et donc de dresser les sous-thématiques qui sont évoquées en fait par les utilisateurs, qui sont de vraies recherches, de vraies requêtes des internautes, et pour pouvoir ensuite les adresser, catégoriser, regrouper un peu tout ce qui est plus attrait aux les avantages d'une solution ERP, plus ce qui est comment mettre en place une solution ERP, etc. Ensuite, autre outil SEMrush aussi qui aide bien pour formaliser les cocons sémantiques, c'est Topic Research, qui lui vraiment vous aide à avoir une vue un peu synthétique et globale de toutes les sous-thématiques, tous les sous-sujets à traiter sur, par exemple, solution ERP. Parce que ça vous donne plein de billes sur est-ce que j'ai bien traité vraiment tous les sujets pertinents en lien avec la thématique, et est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, est-ce que j'ai mis tous mes contenus existants en avant. Et là, justement, on vous a mis un petit exemple d'un cocon sémantique qu'on a créé pour un client qui, en fait, est un fournisseur de solutions logicielles ERP, et qui voulait justement être forcément visible sur ses mots-clés, sur ses requêtes essentielles pour toucher sa cible. Et donc, pour ce client, on a créé un cocon sémantique sur la solution ERP, parmi tant d'autres. Et justement, comme ce qu'on vous a montré juste avant, on a d'abord regardé les mots-clés sur lesquels il ressortait déjà, les mots-clés des concurrents, et ensuite on a trié ces mots-clés, on les a catégorisés par sous-thématiques, ce qui nous a permis de dresser ce que vous voyez à gauche, un peu un cocon. Ça, c'est une vue qu'on a depuis HubSpot, mais un cocon vraiment bien conçu autour de toutes les sous-thématiques autour de la solution ERP. Et à droite, ça c'est juste un exemple, mais des chiffres qui peuvent remonter, comme quoi ce cocon sémantique est vraiment puissant. Il permet vraiment de montrer aux moteurs de recherche et aux utilisateurs que vous êtes pertinent sur ce sujet, que vous avez des choses à dire, que vous avez des contenus de qualité, et donc forcément, vous avez un trafic SEO qui est boosté. Et donc ensuite, petit exemple, ce contenu s'est positionné sur plus de 200 mots-clés. Il y a eu un gain moyen de 22 places sur les mots-clés qui ont été travaillés, donc qui étaient vraiment clés stratégiques pour ce client. Et le mot-clé principal visé qui est en position 3 et qui continue à progresser au fil du temps. Alors, si on continue, là, on a fait un peu le tri, notre site est bon, on a vu les mots-clés sur lesquels on voulait être, on en a fait des cocons, et à l'intérieur du cocon, il y a un contenu qui est particulièrement important, qui est ce qu'on appelle la page pilier, ou la pillar page, ou pillar content. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en fait le pilier de ce cocon, donc le truc sur lequel va reposer le cocon, et qui doit devenir la page la plus forte qu'on va devoir travailler. Alors, c'est un travail un peu spécifique au sein de tous les contenus SEO. C'est un travail qui est encore plus
plus gros, plus long, plus dense, on va vous montrer quelques exemples, qui sert aussi de maillage interne. C'est-à-dire que tous les contenus qui sont dans le cocon, en fait, doivent être rattachés entre eux et donc doivent être rattachés à cette page pilier. Et puis, le contenu, il n'est jamais fini. Sur ces pages-là, c'est sans doute les contenus qu'il faut faire évoluer plus souvent en SEO. Je vais laisser Elena vous expliquer un peu à quoi ça ressemble et vous montrer quelques exemples. Alors, Guillaume vous l'a déjà bien résumé, mais voilà, une page pilier, c'est vraiment le pilier de votre cocon, ça doit être le pilier de votre cocon, et ça doit renvoyer vers tous les autres contenus que vous avez identifiés sur la sous-thématique. Donc, c'est vraiment un contenu long, détaillé sur une sous-thématique et qui doit renvoyer vers les contenus que vous avez travaillés dans le cadre de votre cocon. Là, on vous a mis l'exemple justement du client dont je vous ai montré cocon juste avant, avec sa page pilier qui est hyper détaillée, hyper complète sur la sous-thématique et qui renvoie vers les différents articles liés. Vous aurez des liens pour aller voir ça en live. Hein. Là, on vous a fait. Là, l'idée, c'était de vous montrer la longueur du contenu, ce qui me permet de répondre aussi à Yacine qui posait la question de est-ce que vous aurez la présentation? Oui, vous aurez la présentation. Si on zoome un petit peu sur une page pilier en particulier. Oui, donc toujours en reprenant l'exemple de ce client-là, une page pilier, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de hyper structuré qui reprend vraiment la structure de votre cocon et qui permet de mettre en valeur tous les contenus qui ont été créés autour de cette thématique. Et donc, c'est un chapeau, une mise en page soignée au global, des illustrations, un contenu super long et surtout un CTA et l'idée de progression aussi au début. Vous donnez en gros les informations, les principales notions autour d'une thématique et vous allez ensuite dans le détail parce que c'est tout à fait logique dans la lecture de l'utilisateur. Tout à l'heure, quand on disait que Google a envie de mettre en avant des bons contenus, en fait, les pages piliers marchent bien parce qu'au-delà du fond et de l'optimisation SEO et de l'optimisation technique, il y a aussi une expérience qui est offerte. Et c'est pour ça qu'il y a des images, c'est pour ça qu'il y a souvent on injecte des vidéos, on va injecter des trucs un peu interactifs. On a vraiment envie de faire en sorte que la personne reste sur cette page parce que Google le voit. Si j'ai des allers-retours, quelqu'un clique sur votre page, arrive, repart tout de suite, Google va le voir et donc il va se dire mais en fait la personne n'est pas restée longtemps. Pourtant, ça avait l'air d'être une grande page, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Et donc, plus on va faciliter une bonne expérience de lecture, plus finalement la personne va rester. Et puis, au passage, aussi, le référencement des images joue aussi. Donc, si vous avez pas mal d'images sur une page qui apportent du contexte, qui ne sont pas juste du design pur, ça va aider aussi la page. Alors, exemple chez Invox. Oui, petit exemple justement chez Invox parce qu'on a justement cherché à appliquer cette méthodologie à notre site et justement on est dans la création un peu de différentes pages piliers pour se positionner sur les thématiques qui sont vraiment pertinentes pour notre activité, à savoir agence marketing automation, création de contenu, etc. Donc comme ce que je vous ai montré juste avant, d'abord on a sélectionné les mots-clés en fonction de notre existant, de la concurrence, ensuite on les a filtrés, catégorisés par sous-thématiques pertinentes pour dresser un peu ces idées de cocon. Et ensuite, on a créé le cocon, l'exemple par exemple du cocon sur le content marketing, qui lui nous a permis de traiter toutes les sous-thématiques de cette thématique clé qui est content marketing. Et ensuite de dresser, de prioriser les contenus à créer, les contenus à optimiser, mettre à profit un peu l'existant et créer les contenus qui sont manquants, les trous dans la raquette. Et ce qui nous a permis ensuite de passer au brief en fait, de cette page pilier, qui est donc le pilier de ce cocon sémantique et qui nous permettra de pousser tous les contenus qu'on aura travaillés autour de ce cocon. On ouvre vraiment le capot, les coulisses de comment est-ce qu'on travaille. Donc, vous voyez que ça commence dans du Excel, et puis ça devient de plus en plus de l'écrit. Et puis, ça termine par quelque chose qui est sympa à regarder pour la personne qui sera ici. Autant sur le côté sémantique, sur le côté technique aussi, que la page performe bien, soit bien positionnée dans la structure du site, mais aussi un travail design pour que le contenu soit alléchant, qui donne envie d'être lu, et forcément ensuite qu'il soit bien vu par les utilisateurs et par les moteurs de recherche. Alors, question intéressante de Cathy au passage sur est-ce qu'une page pilier, c'est une landing page? Effectivement, alors la landing page, c'est encore particulier parce que pour le coup, on est plutôt sur des logiques de conversion. Donc, on va avoir des pages qui, en général, sont un peu plus courtes, on va être plutôt poussées dans des campagnes, ne sont pas forcément une vocation de référencement naturel en tant que tel. Ça peut être le cas. On a plutôt une tendance aujourd'hui à aller vers la page un peu plus longue que ce qu'on avait pu avoir auparavant. Mais c'est vraiment deux mécaniques qui sont différentes. On va plus travailler sur la landing page, plutôt sur le copywriting, vers pousser au clic, à l'action, à remplir le formulaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir dans les pages piliers, des call to action, des choses qui vont mener vers des pages de conversion. Et là, on va être sur de la landing page. Dernier petit point pour aider à construire vos pages piliers.
Oui, alors petit outil encore, cette fois gratuit, qui vous permet justement de bien voir ce qu'il faut bien mentionner dans sa page pilier, c'est l'outil Through, et qui lui vous permet en fait d'avoir un aperçu de la page de résultats sur une requête, du nombre de mots-clés moyens, de la structure aussi des titres dans les différents contenus qui sont pour le moment bien positionnés sur la thématique, et donc tous les ingrédients pour une bonne page pilier. Ouais, vous allez voir, c'est un outil très simple à prendre en main. Ça permet de gagner pas mal de temps pour identifier finalement toutes les thématiques qu'on veut mettre dans sa page pilier. Ok, bah déjà on est déjà pas mal équipé pour faire des choses intéressantes. Maintenant, on va rentrer dans les trucs qui sont aussi intéressants. Et dans ce chantier numéro 5, c'est comment est-ce que j'utilise ce qui existe déjà. Si vous commencez par faire un petit audit de positionnement, en fait, l'audit va vous montrer que votre site, s'il existe déjà, évidemment, bah déjà rank dans les résultats de recherche. C'est qu'il y a des mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Alors, il y a de fortes chances que vous soyez positionné sur plein de mots-clés qui ne sont pas du tout intéressants. Alors ça casse un peu le mythe de tiens, je suis content, j'ai 70% de mon trafic qui vient du SEO, il grossit, c'est cool, j'ai de la visite. Souvent, quand on va regarder sur quel type de mots-clés on apparaît, on va se rendre compte que c'est peut-être pas si quali que ça et on tape souvent à côté parce qu'on n'a pas bien géré le positionnement de ces pages. Donc déjà, là-dedans, on va quand même identifier aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Donc ça, il va falloir les supprimer. On peut aussi identifier des pépites. Nous, chez Invox, on a quelques pépites. Sans faire exprès, il y a quelques années, on avait créé des trucs qui rankent super bien. Ce n'est pas optimal. Un jour, ça se fera dépasser par d'autres personnes. Et donc, on va identifier ces pépites qui ne demandent qu'à monter et qui peuvent devenir soit une page importante du cocon, la page pilier, soit entrer dans un cocon, soit nous donner des pistes pour aller optimiser des choses. Et donc, à partir de là, on va récupérer l'existant, on va voir ce qu'on a envie de maintenir, d'optimiser, et on va faire des opérations de maintenance. On va en gros appliquer les bonnes règles à quelque chose qui ne les avait pas encore pour l'instant. Quelques exemples, Elena? Alors, justement, pour réaliser un peu cette maintenance de contenu, ce qu'on vous conseille, c'est de tout simplement cartographier les contenus existants sur votre site, sur votre blog surtout, pour voir ensuite sur Google Search Console et Google Analytics comment ils performent. Est-ce qu'ils ont déjà des utilisateurs, des sessions qui sont réalisées sur les 30 derniers jours, le taux de rebond, parce que ça peut nous permettre de diagnostiquer un problème au niveau du design ou du fonctionnement de la page, et voir aussi les requêtes sur lesquelles ils sont déjà positionnés pour ensuite les optimiser ou alors se décider si un contenu est vraiment pertinent, s'il doit être supprimé, s'il doit être fusionné avec d'autres contenus ou s'il doit être optimisé et ensuite échelonner la priorisation de cette maintenance. Alors, un outil qui est super pour justement mettre en œuvre ce chantier, c'est SEMJ. Et lyonnais en plus. Et lyonnais en plus. Français et lyonnais, donc c'est top. Et un outil qui vous aide vraiment à justement prioriser ce chantier de maintenance et de décider d'avoir un aperçu global de la performance de vos contenus et ensuite de prioriser en fonction des requêtes sur lesquelles vous voulez vous positionner et de voir déjà le score en fait qu'il attribue à votre contenu avant optimisation, après optimisation. Et vous verrez des optimisations super simples à réaliser et qui peuvent vous permettre de gagner un trafic SEO assez conséquent. On a fait le test juste après sur la slide suivante de optimiser un contenu. Là, par exemple, sur le Sales Navigator, un contenu du glossaire Inbox, on a obtenu finalement un score de 75 sur 100. C'est hyper facile. Vous avez juste à renseigner la requête clé sur laquelle vous voulez être positionné avec ce contenu. Et en fait, il vous indique tout simplement quels mots-clés vous pouvez rajouter, quelle balise de titre vous pourriez rajouter pour optimiser ce contenu et faire en sorte qu'il se positionne mieux. Et après, à petit titre d'indication, en fait, avant optimisation, ce contenu avait un score de 40 sur 100. Donc voilà, c'est vraiment des actions super simples à réaliser et on suivra sur la durée la performance de ce contenu, mais il y a tout à gagner à l'optimiser. Autre outil qui peut permettre aussi de mener ce chantier, c'est SEMrush avec son outil SEO Writing Assistant, qui lui aussi vous donne un score en fait d'optimisation. Tout simplement, vous copiez-collez votre contenu, vous mettez le mot-clé sur lequel vous voulez l'optimiser et il vous donne des pistes, du champ sémantique à placer dans votre contenu, des indices pour faciliter la lisibilité, faire en sorte que pour les utilisateurs, ce soit plus facile à lire, faire en sorte aussi que le contenu soit original, qu'il ne soit pas dupliqué. Il peut vous diagnostiquer ça aussi. Donc voilà, il vous donne plein de billes pour optimiser votre contenu existant. Et puis, si le sujet de la maintenance vous intéresse, on a fait tout un ensemble de contenus. On a un livre blanc bien détaillé, une infographie qui simplifie aussi ça, qui vous dit un peu toutes les différentes choses que vous pouvez améliorer dans les contenus. On est en plein Valérie Damido, homestaging, j'ai du contenu, j'ai un patrimoine de contenu, il faut que je me rende encore plus sexy. Allez voir, il y a plein de petites choses techniques et pratiques surtout à faire. Vous allez, je pense, adorer.
On rentre dans les deux derniers chantiers. Le chantier numéro 6, on a dit tout à l'heure que c'était important d'avoir des bons contenus et un site efficace. On a dit qu'il y avait un troisième truc qui était est-ce que les autres sites sur Internet nous voient? Alors, clairement, si vous avez du super bon contenu, il y a une partie qui va se faire naturellement. Les gens vont le remarquer, ils vont faire des liens vers vous. Pour autant, ça ne suffit plus aujourd'hui. Et vous pouvez très bien faire votre boulot sur le contenu, très bien faire votre boulot sur le site, et pour autant être quand même en dessous de certaines réponses dans les moteurs de recherche. Parce que sans doute, il y a un sujet autour de ce qu'on appelle le netlinking, donc le maillage externe. Donc là, ce n'est pas les pages de votre propre site qui se renvoient des liens, c'est est-ce qu'il y a d'autres sites qui renvoient des liens vers votre propre site. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été faites là-dessus. Historiquement, on était un peu dans des fermes à liens, c'était un peu du black hat SEO, donc du SEO un peu cracra, sur lesquels on achetait des liens, on faisait on bourrait les urnes. Donc c'est un peu l'option bourrin que Google pénalise de plus en plus, ou à minima sans pénaliser, il ne va pas en tenir compte. Et donc on est plutôt aujourd'hui dans la recherche de liens qualitatifs. Et donc à vous de voir quelle est l'option qui vous convient le mieux. Nous, on est plutôt convaincu que c'est une option plutôt en finesse. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va regarder les autres sites qui sont devant nous, qui sont autour de nous dans les résultats, où est-ce qu'ils ont des liens qui pointent vers eux. Ça, c'est intéressant parce que du coup, souvent, on peut essayer d'avoir aussi son lien sur ces sites-là et d'être un peu proactif. Et puis surtout, après, c'est une question de culture et de process mis en place dans l'entreprise pour se dire, systématiquement, déjà, c'est un objectif pour moi d'avoir des liens qui pointent vers mon site. Et puis deux, je vais mettre en place des choses concrètes pour aller discuter, notamment avec des partenaires, des gens qui sont déjà proches, qui sont déjà un peu dans un premier cercle autour de vous pour dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour vous parliez de moi, est-ce que je peux vous fournir du contenu, qu'est-ce qui peut faire que vous parliez de moi. Alors, il y a quelques outils pour ça. Alors, l'outil SEMrush, le fameux, l'hyper polyvalent, qui lui vous permet justement d'avoir un peu une idée du contexte en fait, pour connaître par exemple l'authority score, donc en fait l'indicateur d'autorité de votre site, quel poids il a aux yeux des moteurs de recherche par rapport à ses concurrents. Donc ça, c'est aussi un super benchmark à faire, de se comparer avec ses concurrents et d'avoir un peu des données sur les domaines référents, donc le nombre de sites qui font le lien vers les sites des concurrents, et pour avoir un peu une idée du contexte, si vous êtes vraiment terrassé par vos concurrents ou s'il y a des choses à faire de ce côté-là. Autre outil, c'est possibilité de backlinks aussi, encore côté SEMrush, qui lui vous permet de voir pour votre site et les concurrents les possibilités, en fait, les opportunités de backlinks. Si vous voyez par exemple que votre concurrent a un backlink sur ce site avec une super autorité, un super poids, une bonne qualité aux yeux des moteurs de recherche, vous pourriez peut-être aller le démarcher et puis, si possible, gagner un backlink depuis ce site. Alors Marion, dans le chat, nous demande un peu est-ce qu'il faut prendre ses recommandations pour argent comptant, et elle s'interroge souvent sur l'aspect peu quali. Et c'est vrai que quand on regarde là, on a du canardpc.com, Hitparade, Petit Journal, on a des choses qui ne sont pas forcément quali. Et effectivement, c'est un peu notre vision, là, c'est un peu encore une vision héritée de je bourrine, je vais acheter du lien, je mets 400 balles, ou je fais un peu du stuffing, donc je fais du remplissage dans des annuaires ou des choses comme ça. Ça, c'est un peu, c'est un peu d'un autre temps selon nous. Et notamment si on est un peu en approche B2B, il vaut mieux aller chercher du qualitatif. Ce n'est pas celui qui a le plus de backlink qui gagne, hein. Encore une fois, c'est vachement intéressant sur cette partie-là. Et c'est pour ça que Elena est un peu la gardienne du temple aussi. Avec tous nos clients, on a vraiment ce côté un peu, on fait du netlinking mais durable, avec quelques grandes règles, quelques principes qu'on va retrouver. Elena, je te laisse nous expliquer ça. Par exemple, la première chose à faire quand on veut vraiment se lancer dans un chantier de netlinking, c'est de prendre en compte le contexte. Parce qu'en fait, chaque secteur a un petit peu ses spécificités. Et donc, c'est vraiment important, comme je le disais, de benchmarker un peu vos pratiques à vous et celles des concurrents pour savoir un petit peu où est-ce que vous pouvez vous positionner et quels sont les chantiers à prioriser. Ensuite, c'est de connaître son profil de lien, donc savoir déjà, parmi les backlinks dont je dispose déjà, combien sont toxiques, donc ils sont depuis des sites qui n'ont aucun rapport avec mon domaine d'activité, sur quelles encres est-ce qu'ils poussent votre site, est-ce que c'est sur des encres génériques du type plus d'infos, ou est-ce que c'est une encre vraiment liée à votre marque ou liée à votre offre. Ça, ce serait vraiment le truc optimal, d'avoir que des encres hyper qualitatives qui sont vraiment en lien avec votre activité. Ensuite, troisième petit tip, c'est de privilégier la qualité avant la quantité. Ça, Guillaume l'a bien dit et je réinsiste encore une fois sur ce point. C'est que ça ne sert à rien. En fait, vous pourrez trouver plein de petites astuces, des petits raccourcis. En fait, vous pourrez voir que si vous mettez sur des forums des commentaires en faisant un lien vers votre site, ou alors si vous modifiez la page Wikipédia en lien avec votre domaine et que vous mettez un backlink vers votre site, ça pourrait peut-être vous aider au niveau netlinking, mais en fait, ce ne sont pas du tout des bons conseils.
ni des bonnes pratiques. Et Google est de plus en plus intelligent, les moteurs de recherche en général, pour cerner ces petites pratiques qui sont pas très carrément pas qualitatives. Et ensuite, et d'identifier ses partenaires potentiels parce que sans doute dans votre cercle de connaissances, au niveau de votre site, de votre, de votre contexte, de votre environnement, peut-être que vous pourrez voir des opportunités de backlink. Et puis on arrive au dernier chantier, qui est, on fait tout ça pour de la performance. On veut être dans les bons classements, dans les bonnes premières positions. Et ça ne sert à rien si on n'a pas structuré un suivi de performance. C'est bien de faire un audit et de se rendre compte à un instant T que ça ne va pas en 2022, il faut faire du SEO. En fait, ce n'est pas une logique ponctuelle, le SEO. C'est vraiment une logique qui doit nourrir vos actions au quotidien. Et pour ça, il faut avoir les bons outils pour suivre les positions, vérifier si les concurrents bougent. Encore une fois, je reprends course de chevaux. Si les autres accélèrent, en fait, ils vont vous passer devant sans vous n'ayez rien changé. Et même si d'ailleurs, on continue à faire des choses. Et donc, il faut aussi faire tourner un audit technique parce que même si vous ne changez pas des choses sur votre site, il peut se passer des trucs côté serveur. Vous pouvez avoir des choses qui changent et qui font que la perf elle est moins bonne. Et puis, l'algorithme aussi change. C'est que petit à petit, il y a de plus en plus d'attentes. Là, on parle des web core vitals, on parle de certaines choses. Donc, en fait, si vous ne refaites pas tourner un audit régulièrement, peut-être que vous faites très bien le boulot, mais comme vous le faisiez avant, sauf que les règles du jeu ont changé. Et donc, tout ça n'est qu'une question de routine, de discipline, de qui s'en occupe chez vous, quels sont les outils qu'il a, comment c'est regardé, est-ce que c'est vraiment regardé et comment est-ce qu'on se sert de la data pour ça. Alors, encore une fois, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. On revient encore sur SEMrush. Oui, justement sur SEMrush avec son outil de suivi de position en fait, qui permet de suivre votre site sur les mots-clés qui sont vraiment stratégiques à votre activité, quelle visibilité il a, où est-ce qu'il se positionne par rapport aux concurrents et justement pour étudier l'évolution de tout le contexte SEO et dresser les chantiers de vos stratégies à venir. Très concrètement, l'équipe SEO chez nous, donc Vincent et Elena, font un rapport une fois par mois que j'utilise derrière avec l'équipe de création de contenu notamment, et puis la personne qui chez nous gère la partie site, donc invox.fr, le site en lui-même, pour essayer de voir quels sont les enseignements, où est-ce qu'on a perdu des positions, où est-ce qu'on en a gagné, qu'est-ce qui a marché les mois précédents, où est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau cocon, travailler une page pilier. Donc c'est vraiment ce côté itératif derrière qui est important. Une fois que c'est ancré dans les pratiques, qu'il y a des rendez-vous, qu'il y a de la routine et de la discipline, c'est là en général où on commence à s'améliorer. Et ça enlève aussi la pression de faire tous les chantiers d'un coup en se disant allez, fin février, il faut qu'on ait réglé le SEO. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment le faire dans la durée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lisser l'effort. Et il se trouve que Google aime bien les gens qui travaillent dans la durée. Il n'aime pas trop les coups d'accélérateur et puis pendant 2 ans, on ne fait plus rien. Donc, il y a aussi ce côté habituer l'algorithme au fait qu'il se passe des choses chez lui. Et dernier petit outil aussi qui permet bien de suivre globalement en fait la progression de son site, de ses pages sur les moteurs de recherche, c'est Google Data Studio qui lui permet en fait d'agglomérer toutes les données que vous pouvez avoir avec votre Google Search Console, votre Google Analytics et de suivre vraiment quel est en gros mon trafic SEO, quel est mon trafic global sur mon site, quelles sont les pages qui performent et aussi faire des petits zooms, à savoir par exemple j'ai ma part de trafic sur mobile qui augmente grandement, donc ça peut vous donner aussi des pistes de chantier, d'optimisation pour la suite. Savoir aussi quelles pages performent vraiment, quelles pages ont un temps moyen sur la page très réduit. Autant de pistes pour optimiser votre contenu, faire en sorte qu'il soit plus agréable pour l'utilisateur, etc. Et voir au global tous les canaux d'acquisition de votre site et ensuite dresser tout le chantier toute la priorisation des chantiers. Voilà, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est que c'est une course, il faut se démarquer et on ne se démarque pas juste avec quelques petits artifices. C'est vachement important aujourd'hui, notamment si vous êtes sur des choses un peu concurrentielles. Il y a cette logique d'être quand même aux yeux de Google et aux yeux de vos lecteurs. Là, on a beaucoup parlé de Google, des moteurs de recherche. Il y a quand même beaucoup le lecteur qui joue là-dedans, le visiteur. Donc, il faut qu'il y trouve son compte et il faut que vous exprimiez votre propre voix. C'est sans doute la meilleure façon de vous démarquer, c'est d'avoir votre personnalité. Évidemment, il faut suivre les bonnes pratiques. Ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez chercher 10x Content, qui est une démarche un peu de réflexion sur comment est-ce qu'on peut performer réellement sur la durée en SEO avec cette logique de, en fait, ce n'est pas juste un jeu incrémental, je fais 1% de mieux que la personne qui est numéro 1 au classement sur ce mot-clé, il faut être 10 fois meilleur. Et donc, ça impose de se mettre des objectifs assez ambitieux. Donc, vous l'avez compris, c'est un travail de longue haleine, mais si vous allez délaisser un peu les choses, il faut mettre un petit peu les bouchées doubles pendant un moment. Les 3 éléments, vous les avez bien en tête, le contenu, le site,
les liens qui vont rentrer sur le site. On va y revenir. Il y a quelques questions sur la partie netlinking. Toujours une question suscite, enfin, un sujet qui suscite beaucoup de questions. Et vous avez un peu votre roadmap ici pour vous équiper et essayer de cocher les cases sur ce que vous faites et essayer de prioriser là-dedans où est-ce que vous en êtes. Peut-être que parmi vous, vous n'êtes pas tous au même niveau de maturité, certainement. Donc, c'est une bonne grille de lecture par rapport à ça. Et on vous partagera tous les slides pour que vous puissiez reprendre tout ça tranquillement. Il se trouve qu'on a un petit peu de temps pour les questions. Alors, il y a des choses qui sont ressorties, notamment un très très bon sujet chez Barthélémy sur les limites du netlinking, avec cette logique de théoriquement, plus on a de liens, mieux on est classé, oui ou non? Elena, tiens, je te laisse répondre. Alors, quelles sont les limites du netlinking? Déjà, je ne sais pas si vous l'avez déjà bien en tête, mais c'est vraiment un chantier qui doit venir après l'audit technique, une fois que vous avez des contenus existants et un site qui performe bien. Déjà, ça, c'est quelque chose à avoir bien en tête. Ensuite, oui, plus on a de liens, plus le rang Google s'améliore. C'est un raccourci un peu rapide parce que c'est, comme on l'a dit, pas aussi simple que ça. C'est pas juste une idée de quantité. Vaut mieux avoir un seul backlink depuis un site vraiment pertinent en lien avec votre domaine d'activité, dans un contenu vraiment sémantiquement en lien avec la page qui permet de pousser, que d'en avoir 1000 depuis un site qui n'a aucun rapport, Marmiton ou que sais-je. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette idée de qualité en tête. On avait une question au début de Claire. Si on modifie la structure d'une URL qui performe, est-ce qu'on ne risque pas de perdre des positions? Alors oui, on risque de perdre des positions parce qu'après, on a forcément, enfin sans doute, renvoyé des liens internes vers cette page déjà, et vous avez peut-être aussi déjà des backlinks vers cette page. Donc si vous changez l'URL, vous risquez de perdre tous ces liens, tout ce jus. Donc il faut bien prendre en compte, soit mettre en place des redirections et faire en sorte qu'elles soient bien suivies, ou alors se poser la question de est-ce que c'est vraiment pertinent de changer le slug? Est-ce que c'est juste pour un petit mot-clé que j'aurais pu placer en plus, ou un 2 que je veux enlever. Mais voilà, il faut vraiment se poser la question de est-ce que ce sujet est vraiment, est-ce que cette question est vraiment importante ou pas? Il y a plein de questions dans la question de Claire. Il y a la question de la structure. La structure, c'est notamment avec les slash. Donc, je vais avoir par exemple invox.fr slash ressources qui envoie sur le blog, slash le nom de la catégorie, slash quelque chose. Et quand je vais bouger des choses de place, en fait, c'est un déménagement de page parce que je veux refaire mon sitemap, je veux recaler ma structure. Donc, en soi, ce qui va se passer dès qu'on touche à ça, c'est qu'au départ, on va perdre. Parce que Google ne sait plus, il perd son habitude, et il va devoir finalement se rééduquer pour remettre les choses dans le contexte. Donc, quoi qu'il en soit, on va avoir une perte au départ. La perte, par contre, on peut la limiter. Si ça a vraiment du sens et qu'en plus on améliore au passage, en fait, naturellement, on va reprendre sa position et normalement, on va même aller au-delà. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que effectivement, j'apporte plus de clarté dans mon sitemap? Est-ce que le contenu est plus logique tel qu'il est? Est-ce que je le retravaille au passage? Il ne faut jamais avoir peur de casser des choses pour recapitaliser dessus. Et puis après, il y a une question de position et puis il y a une question aussi de qualité du trafic qui arrive dessus. Nous, on a volontairement sacrifié des sujets parce qu'on obtenait des gens qui n'étaient pas en phase avec nos recherches. Ce qui fait le lien avec une question de Thomas qui était arrivé aussi au tout début, qui posait la question on est une startup tech, est-ce qu'il faut qu'on ait des contenus dédiés tech, engineering sur notre propre site ou en dehors, typiquement page Medium? Très, très bonne question, parce que dans la perspective SEO, du contenu qui serait ailleurs ne va pas beaucoup vous aider, sauf si vous avez les moyens d'animer ce contenu-là et faire en sorte qu'en fait, ce soit d'autres sites qui vous créent des backlinks qui ramènent vers votre site. Donc là, d'un point de vue SEO, ça pourrait être intéressant. Pour autant, il y a quand même plutôt une logique aujourd'hui de capitaliser, de mettre son contenu sur le même site pour pouvoir mieux émerger et avoir une plus grosse volumétrie, une plus grosse densité. Pour autant, dans ce genre de cas, c'est là où on se pose la question de est-ce que c'est qu'un sujet SEO? Parce que là, typiquement, ce que je comprends, c'est qu'il faut aller toucher des audiences tech, plutôt sans doute pour faire du recrutement ou pour évangéliser sur une technologie. Et finalement, la question, c'est où est l'audience? Est-ce que c'est des gens qui ont des recherches? Et là, on se pose la question de l'intentionnalité de la recherche. C'est qu'aujourd'hui, sur votre sujet, il y a des gens qui font des recherches dessus. Parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, dans la phase d'évangélisation, parfois, il vaut mieux avoir le contenu qui est ailleurs parce que l'audience est ailleurs. Et donc, c'est mieux parfois d'aller faire du contenu sur des sites externes, chez des blogueurs tech, dans des médias, sur des plateformes où il y a des choses, ou de changer de choses. Le SEO n'est pas la réponse à tout non plus. Parfois, peut-être que les communautés sont sur Twitter ou sur LinkedIn, et on n'est pas dans un enjeu SEO. On est plutôt dans un enjeu d'être présent dans ces communautés-là pour qu'elles nous connaissent et elles finiront par revenir sur notre site.
Tiens, Elena, on a une question de Yassir, et puis après, on aura une autre question de Yacine aussi. Donc, on a une question chez Yassir de qu'est-ce qu'on pense de Ahref, qui est un outil SEO. Et puis, une question de Yacine, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse, de cocon.se, que je ne connais pas moi. Donc, Yacine, on est preneur d'un peu plus d'infos là-dessus. Mais peut-être déjà sur Ahref, est-ce qu'on a un avis sur l'outil? Alors, en toute franchise, on ne les connaît pas tous. On a des outils qui nous conviennent bien et des trucs qu'on a testés qui ne nous conviennent pas. On n'a pas tout testé. Mais peut-être qu'Elena, tu as un avis sur un href? Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais de mon idée de tête, c'est plus un outil dédié spécifiquement au netlinking qui permet de comprendre en fait plus d'avoir des métriques sur le citation flow, le trust flow, savoir un peu l'autorité du site, en fait un peu plus en détail que ce que les BIC pourraient nous donner SEMrush. Alors pour le coup, on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser plus que ça. Euh, Ça peut vous donner des pistes. C'est un bon outil parce qu'il est bien réputé, mais en tout cas chez Inbox. On en a peut-être à Vincent de revenir vers vous, Yassir, parce que Vincent, lui, l'a utilisé par le passé. Il aura peut-être un avis un peu plus pointu là-dessus. Et c'est Justine qui complète dans le chat en disant pour Href, ce qui est bien, c'est d'avoir des infos aussi sur les recherches Amazon. Donc, effectivement, quand on a un vendor, quand on a un marchand, il y a aussi tout le SEO dans Amazon qui devient un sujet très intéressant aussi. Et puis, question de Pierre-François. Sur les pages piliers. Alors, si on a des pages piliers sur notre site au lieu d'être sur notre blog, alors c'est un sujet qu'on se pose aussi chez Inbox, parce qu'on a des choses un peu dans tous les endroits, est-ce que ça a du sens de les basculer sur le blog, donc de changer d'URL, risque de perte d'audience? Alors, ce que je vois là, c'est est-ce qu'on reste sur le même domaine? Parce qu'on pourrait avoir invox.fr/blog, donc avec des pages qui sont sur invox.fr, des pages qui sont sur invox.fr/blog, on resterait sur le même domaine. Ça peut être peut-être aussi un blog avec un domaine externe. Donc, quelle serait la meilleure logique si on veut être puriste sur les pages piliers et les cocons, Elena? Et ben, je dirais que ça dépend. C'est une grande réponse dans le SEO. Ça dépend énormément de déjà le trafic. En fait, c'est tout un contexte à prendre en compte. Le trafic regroupe votre site au global. Quel est le trafic que vous avez sur votre blog? Et après, le jus que peut vous donner potentiellement votre site si vous déplacez votre page pilier sur votre blog. Parce qu'en fait, la page pilier, elle a besoin de jus pour être visible par les moteurs de recherche et ensuite pour pouvoir se positionner sur les mots-clés stratégiques. Donc, c'est un peu trop complexe pour que je puisse m'avancer dessus si c'est une bonne pratique ou pas. Il faut prendre en compte vraiment tout le contexte de votre site, de votre domaine d'activité, de vos mots-clés, etc. Pierre-François, sur ce point-là, contact@invox.fr et puis on en parle si jamais c'est un sujet. C'est un sujet qui nous intéresse aussi, et puis on aime bien ce genre de questions un peu ouvertes sur lesquelles on est sûr de ne pas avoir de réponse. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui étaient posées, puis comme on a commencé à l'heure, on va tâcher de finir à l'heure aussi pour vous libérer. En tout cas, Elena, déjà, merci beaucoup. C'était franchement, voilà, on savait en préparant qu'il y avait beaucoup de sujets, que le timing était un peu short et qu'on aurait pu passer finalement 1 heure sur chacun des 7 sujets qu'on a abordés. Donc merci de tous tes éclairages. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai passé un bon moment avec vous. Merci à tous d'avoir assisté et posé plein de bonnes questions. Vous allez recevoir une petite enquête. Mettez 5 étoiles, mais dites du bien, mais dites aussi ce que vous n'avez pas compris ou ce qui était améliorable, ça nous aide beaucoup. C'est des choses qu'on va jouer régulièrement. Voilà. Et puis, on vous demandera aussi quels sont les sujets que vous aimeriez creuser sur un prochain webinar. Ça nous aidera à choisir un petit peu. Donc, top. Je vois, merci à tous ceux qui mettent un petit message aussi dans le chat. Ça nous fait très plaisir de voir ça. Donc voilà, merci à tous. À bientôt. Passez de bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve en janvier avec la suite des aventures SEO et puis sur d'autres sujets aussi chez Inbox. Merci Merci à tous. À beaucoup. bientôt.